Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Chanet. Bonjour. Bonjour David et bonne année. Bonne année, ravi de vous retrouver. Conseiller de l'Institut Montaigne. On parle des grands enjeux pour les marchés financiers en 2020 et on commence l'année. On pensait que le risque géopolitique, on en reparlera juste après, encore une fois avec la Banque Pictet, allait tranquillement, pas disparaître, mais un petit peu des radars seraient moins prégnants cette année. Il n'en est rien, on voit cette escalade des tensions entre Washington et Téhéran, même si l'absence de réponse là, depuis quelques heures de l'Iran rassure un petit peu les marchés. On voit une forme de résistance justement des indices boursiers, à tort ou à raison? Alors, vous me demandez à moi, je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour vous répondre. David, il y a un an, vous m'aviez invité. Et je vous avais dit que je pensais que les marchés... Il est venu avant, il est venu entre-temps. Hein. Bien sûr. Mais il y a un an, je pensais que les marchés boursiers étaient rentrés dans une pente descendante. Le S&P a pris 30%, rien que pour me contredire. Donc vous me demandez maintenant, je vais le faire le plus modestement possible. Parce que vous n'aviez pas vu que les banques centrales... Non, c'est intéressant. On en avait parlé, mais je disais aussi que les banques centrales étaient devenues un peu l'esclave des marchés financiers. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Alors, sur cette question géopolitique, elle est extrêmement importante, mais elle est peut-être plus importante pour des raisons géopolitiques que des raisons purement économiques ou de marché. Comment est-ce que l'escalade entre l'Iran et les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'économie mondiale? Sur l'économie locale, oui. C'est probable. Sur l'économie mondiale, on ne voit pas bien, à part le prix du pétrole, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande, une volatilité des marchés. Or, il y a quand même un élément nouveau qui est absolument capital, qu'on a appris depuis un certain temps, parce que l'Iran a joué beaucoup avec le feu. Rappelons-nous quand même qu'il y a eu une attaque contre les installations pétrolières saoudiennes, et que ceci n'a fait quasiment pas bouger le prix du pétrole. Enfin, dans la journée, c'est monté à 110 $. Dans la journée, voilà, ce qui n'a pas grande importance. Et la raison essentielle, c'est qu'il y a un autre producteur marginal que l'Arabie saoudite, c'est les États-Unis. Ouais. Plus de 12 millions de barils. Et on s'aperçoit on le savait, mais on s'en aperçoit concrètement que la flexibilité du shale oil, du pétrole de schiste, est absolument extraordinaire. Que la révolution technologique, qu'on en soit heureux ou pas, d'un point de vue climatique, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais d'un point de vue technologique, c'est absolument remarquable, donne une flexibilité à cette partie de l'offre mondiale de pétrole qui fait que le marché réagit à ce qui se passe au Moyen-Orient, mais que ça n'a plus rien à voir avec 2008. Je vous rappelle quand même qu'en 2008, on était monté à 150 $, le prix du baril de pétrole, parce qu'il y avait une rumeur très très forte dans les marchés selon laquelle Israël allait bombarder les installations nucléaires iraniennes, avec le soutien des Américains. Et en réalité, les Américains n'ont pas donné leur soutien, ça n'a pas eu lieu, et le prix du pétrole est retombé après avoir atteint 150 $. On était dans cette situation. Aujourd'hui, je pense que même si le détroit d'Ormuz était bloqué, il y aurait un pic sur le prix du pétrole et que l'impact sur l'économie mondiale passe par... c'est juste. Sauf que c'est intéressant, je ne sais plus qui c'était hier, un de mes experts qui est passé sur ce plateau, nous disait ce pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, il ne va pas aux États-Unis, il va en Asie, il va en Chine. Essentiellement, oui, bien sûr. Bien sûr, les États-Unis exportent du pétrole. Donc ils ne gêneront pas les Américains. Ça gêne bien au contraire, puisque l'industrie américaine de pétrole, elle, un cours plus élevé, c'est intéressant pour elle. Absolument, ça augmente les marges. Ceci dit, l'économie mondiale, c'est l'économie mondiale. Les États-Unis sont intéressés à ce que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Il pourrait être fermé pendant 2 mois ou 3 mois. Le prix du pétrole, ça ne serait pas catastrophique. Et à mon avis, ça ne serait pas suffisant pour précipiter l'économie mondiale en récession. Parce que les marchés anticiperaient assez rapidement, de même que les économies, que c'est temporaire et que dans l'intérim, il y a toujours de l'offre de pétrole. Donc, je ne vois pas comment ces angoisses, qui sont tout à fait justifiées quand même, parce que c'est une région qui est importante, mais je le répète, pour des raisons politiques, y compris dans nos sociétés occidentales, y compris dans la société française. Donc, c'est très important. Donc, les marchés ont raison de résister, de montrer cette forme de résistance je pense que les marchés... à cette hausse des tensions, même si depuis quelques heures, il n'y a pas eu de réponse foudroyante de la part de l'Iran. Vous avez raison, David. Je pense que les marchés ont pris la leçon de ce qui s'est passé auparavant. On a eu des provocations iraniennes très importantes. Ça n'a rien fait. Pourquoi est-ce que ça changerait? Mais vous écoutez, même si ça s'envenime, même si ça s'embrase, même si le détroit d'Ormuz est bloqué, on n'aura pas une flambée durable. C'est ce que disent d'ailleurs les analystes. On n'aura pas de flambée durable du pétrole. Alors, il y a des scénarios catastrophes.
imaginons que le détroit d'Ormuz soit bloqué, mais d'une manière qui fasse qu'il le soit pendant 10 ans, 100 ans ou 1000 ans, si par exemple il y a des éléments radioactifs, on peut tout imaginer. Oui, il y a des scénarios catastrophes, on a quand même besoin, je parle de l'économie mondiale, pas des États-Unis, du pétrole qui provient d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Golfe, pour simplifier. Et donc ceci pourrait avoir des conséquences assez sérieuses. L'économie mondiale n'est pas dans la plus grande forme qu'on puisse imaginer, donc on pourrait passer du ralentissement à la récession. Mais ce sont des scénarios qui sont extrêmes. Et on a quand même l'impression, là je vais marcher sur un terrain qui n'est pas le mien, mais que ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent une guerre totale. L'Iran a besoin de pouvoir un jour réexporter son pétrole. Excusez-moi, l'Iran exporte son pétrole par le détroit d'Ormuz. Donc pourquoi aller bloquer quelque chose pendant des dizaines d'années alors qu'on en a besoin? Donc voilà. En tout cas, c'est pas si grave que ça. Qu'il y a comme une flambée, encore une fois, un peu plus durable du cours du pétrole, qu'on aille, je sais pas, vers les 75-80 $ sur 2020, sur le baril de Brent. Ça change la donne ou pas du tout pour l'économie mondiale? Alors, il y a peut-être un élément qui pourrait entraîner une réaction sur les marchés. Aujourd'hui, les marchés financiers, les analystes, les économistes, dans leur grande majorité, pensent que l'inflation est morte pour très longtemps. Et que du coup, les taux d'intérêt vont rester bas pendant très longtemps, ce qui fait que c'est tout à fait légitime de s'endetter, que ce n'est pas un problème, il n'y a rien à voir, puisque les taux d'intérêt vont rester bas, puisque l'inflation est morte. S'il y avait des signes que l'inflation revienne... Qu'on ne voit pas. L'inflation, on la voit dans les salaires. On la voit dans les salaires dans les pays, aux États-Unis, en Allemagne, dans tous les pays où le taux de chômage est très bas. Je rappelle qu'il est à quasiment 3% en Allemagne, 3,5% aux États-Unis. Là, les salaires avancent très vite. Et pourtant, salaire à 3% de hausse sur un an. 3-4%, oui. Et en Allemagne, on est entre 3 et 6% dans la construction. Mais alors ça, quand même, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas l'augmentation des salaires dans les autres pays européens. Donc on voit de l'inflation salariale. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est une très bonne nouvelle. On voit de l'inflation salariale et elle ne se traduit pas dans les prix. Ou très peu. L'inflation sous-jacente a un petit peu augmenté dans la zone euro. Aux États-Unis, elle apparaît morte. D'accord. On n'est pas à 2% aux États-Unis en termes d'inflation. On est à 2%. Pour le critère de la Réserve fédérale, qui n'est pas l'indice des prix que les gens suivent, on est un petit peu en dessous, on est à 1,8. Bon, la Réserve fédérale, pour l'instant, considère que tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on regarde les courbes de taux, lorsqu'on regarde les anticipations d'inflation, les anticipations de taux d'intérêt, il y a cette idée que peut-être que l'inflation va un petit peu monter, mais rien de sérieux. Alors, s'il se passait quelque chose qui pourrait venir du prix du pétrole, qui amène les marchés à changer d'avis, à tort ou à raison, sur le risque d'inflation, les taux d'intérêt à long terme pourraient monter, et ça pourrait beaucoup changer la donne, puisqu'il y a énormément d'endettement. Les entreprises se sont beaucoup endettées, en Chine bien entendu, mais aussi en Europe, en France en particulier, on en a souvent parlé, David. Aux États-Unis moins, mais quand même, les entreprises les plus risquées sont très endettées. Il pourrait y avoir, dans ce cas-là, une réaction de l'économie réelle via l'endettement, réaction à la montée des taux d'intérêt. Donc un pétrole à 80 $ contraindrait les banques centrales à être plus agressives et à mettre un terme, enfin en tout cas à renormaliser leur taux d'intérêt, et donc ça pourrait faire chahuter, ça pourrait provoquer une correction sur les marchés. C'est ça le raisonnement Non, le raisonnement passe plus par les marchés. Mais vous avez raison de poser le problème des banques centrales. Parce que la seule banque centrale au milieu. La seule banque centrale qui avait réagi en 2008 à la hausse du prix du pétrole, les 150 $, c'était la Banque centrale européenne qui ensuite avait dû se précipiter pour les baisser et qui, bien qu'elle ne l'ait jamais admis formellement, l'a dit implicitement, c'était une erreur d'avoir remonté les taux d'intérêt au mois de juin ou de juillet 2008. L'inflation, à ce moment-là, était un pic qui s'est transformé en creux rapidement après. Mais il y aurait quand même un dilemme pour les banques centrales. Je pense surtout au marché financier. Je pense surtout aux taux d'intérêt à long terme. Pour les taux d'intérêt à long terme, on est dans une situation où la prime de terme, quand même, quand j'achète une obligation à long terme, je prends un risque. Je prends un risque que je ne pourrais pas la revendre au prix que je souhaiterais. Donc, je demande normalement une prime. Cette prime est négative. Ça, c'est l'action des banques centrales. Lorsqu'on décompose la prime, qu'on regarde la partie inflation et la partie réelle, on s'aperçoit que du côté inflation aussi, la prime est négative. Ceci pourrait changer. Les marchés pourraient arriver à la conclusion, OK, on a eu une désinflation qui a commencé en 1980, ça fait quand même très longtemps, peut-être qu'on va rentrer dans un cycle qui sera un peu plus inflationniste. Il suffit un peu plus inflationniste. Il suffit que la prime de terme, il suffit que la prime de terme remonte de 50 à 100 points de base. On est à moins 20 points de base à peu près pour la prime de terme. Sa moyenne historique était de 70 points de base. Si on revenait à la moyenne historique, ça ferait 100 points de base sur les taux d'intérêt. Je vous garantis que 100 points de base sur les taux d'intérêt à long terme, ça poserait des problèmes de refinancement pour pas mal de gens. Ça vient d'un changement de perception des marchés
Quel est le lien entre le changement de perception des marchés sur l'inflation à venir et le prix du pétrole? Alors le prix du pétrole, lui, a deux effets. Il y a un effet de choc négatif sur la demande, qui est plutôt déflationniste, mais il y a un effet immédiat qui est inflationniste par le prix du pétrole. Le pétrole est toujours, pas seulement à la pompe, c'est quand même un des ingrédients de l'économie, c'est un des inputs de l'économie, mais ça se voit immédiatement à la pompe. Donc le fait que l'inflation remonte, que là où les marchés du travail sont tendus, eh bien, les salariés ont un pouvoir de négociation suffisant pour que les salaires rattrapent l'inflation qui monte, ceci amènerait, dans certains marchés, mais d'abord pour le marché américain qui est le plus important, pourrait amener à l'idée « Ah, tiens, l'inflation augmente et les salaires suivent. Le monde a changé. » Et si le monde a changé, les taux d'intérêt changent. C'est votre inquiétude pas pour 2020, mais peut-être pour après. Alors, à moyen terme, je pense que cette idée que l'inflation et que les taux d'intérêt vont rester bas pour 10 ans ou 20 ans mérite qu'on la prenne avec des pincettes. Oui, je pense que c'est une des possibilités. Sur 2020, franchement, je ne pense pas qu'on aura un retour de l'inflation. Non, mais au-delà de l'inflation. Alors, les inquiétudes qu'on peut avoir pour 2020, on prenait l'angle des marchés financiers, mais il y a un lien évidemment avec l'économie réelle, c'est le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que les banques centrales suivent les marchés. C'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine, qui est la plus importante, lorsqu'elle a vu en décembre 2018 les marchés se casser la figure, en a conclu qu'il ne fallait plus normaliser. Elle a avalé son chapeau. Non seulement elle a avalé son chapeau, non seulement il fallait baisser les taux d'intérêt, mais que comme il y avait des problèmes de liquidité pour le financement des banques, il fallait aussi intervenir quantitativement. Alors non pas pour créer des actifs, mais cette fois-ci pour assurer la liquidité. Enfin, bon, en achetant des bons du Trésor à moins d'un... En achetant des bons du Trésor, c'est-à-dire des choses assez courtes pour être sûr que le marché soit liquide. Tout ceci nous montre que quand même, les banques centrales sont obsédées par les marchés. Alors si les marchés, qui sont extrêmement valorisés aujourd'hui, les actions sont très chères, je vais vous dire ce que je pense. Pour ce que ça vaut, n'étant pas un stratégiste, je trouve que les actions sont très chères. Le price-earning ratio aux États-Unis du S&P, on est à 24, moyenne historique à 15, celui que calcule Robert Shiller est à 26. C'est cher. Ce n'est pas extrêmement cher, on a un écart type au-dessus de la moyenne historique, mais c'est cher. Quand on passe aux obligations, elles sont archi chères, si je puis dire. Et ça, c'est la politique des banques centrales. Des taux d'intérêt négatifs, c'est des obligations qui sont à des le moins cher, ça, c'est les actions. C'est en relatif. Après, quand on passe aux actifs moins liquides, private equity, immobilier, alors là, c'est de plus en plus cher, puisque tout le monde se précipite pour profiter de la prime d'illiquidité. Et comme vous le disiez, du coup, les actions en relatif se disent, bon, dans le fond, dans tous les actifs financiers, c'est peut-être celui qui sont les moins chers aujourd'hui. Voilà. Et ce qui fait que ceci peut soutenir les actions. Oui, mais ceci dépend du fait que le marché d'actions dépend de l'action des banques centrales. Alors du côté de la Fed, ils peuvent encore baisser les taux d'intérêt. Mais essayons de voir quelles sont les marges de manœuvre de la Banque centrale européenne. Excusez-moi, la Banque centrale européenne ne pourra plus baisser les taux d'intérêt. Je crois que c'est clair et net. Son QE à de 20 milliards d'euros par mois, il peut monter à 40, 60, 80. Hein. Eh bien, pour pas très longtemps. Pas très longtemps, parce qu'on est déjà proche de la limite des détentions de bons d'État, qui est un tiers. C'est une limite que c'est fixé. On passera à 50%. Alors, voilà, ça c'est la grande question. C'est la grande question. J'espère qu'on a compris. La Banque centrale européenne ne doit pas détenir plus d'un tiers aujourd'hui officiellement de la dette d'un pays. En fait, c'est souche par souche. Et on n'est pas loin. On ne l'a pas atteint. On n'est pas loin de cette limite pour les Pays-Bas et pour l'Allemagne. Et comme en Allemagne, la dette a tendance à se réduire, la limite peut être touchée plus rapidement que prévu. Le problème est le suivant, c'est que, évidemment, la Banque centrale européenne pourrait dire, écoutez, cette règle, on considère qu'elle n'est plus valide. On avait fait ça pour ne pas courir de risque en cas de défaut d'un pays. Eh bien, on peut peut-être s'arranger avec les clauses d'action collective, peu importe. Les juristes ont travaillé là-dessus, on vous offre une solution, on monte à 40%. Sauf que la Cour de justice européenne, lorsqu'elle a donné raison à la Banque centrale européenne sur le fait que son programme d'achat de titres de gouvernement, c'était bien de la politique monétaire et non pas du financement des États, a mentionné explicitement la règle des 30% en disant la Banque centrale européenne a mis 30% comme règle et ceci nous rassure. Alors, je fais le raisonnement par contraposition. Si la Banque centrale européenne décidait de passer à 40%, immédiatement, il y aurait une action en justice venant d'Allemagne. Et la Cour
constitutionnelle allemande dirait « Nous, on trouve que c'est pas bien, mais c'est pas notre job de le dire. Passez le dossier à la Cour européenne de justice, qui se retrouverait bien embêtée, parce qu'elle a dit que 30% c'était bien. » Donc, il ne faut pas croire qu'il y ait tant de marge de manœuvre que ça. Donc, du côté de la BCE, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il y en a, les banquiers centraux, mais ces marges sont quand même très limitées. C'est la marge au carré. Voilà. Il y a plus de marge aux États-Unis, c'est peut-être ce qui compte le plus pour les marchés, mais il faut reconnaître que ce n'est pas énorme quand même. Hein. Et ici, il y en a très peu. En Chine, il y en a plus. Donc, vous voyez que c'est un peu inquiétant quand même. Donc, ce qui vous inquiète le plus à l'aube de cette année 2020, c'est quoi? Alors, c'est la possibilité d'un changement si je puis dire, d'anticipation du côté des marchés financiers. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'à présent, les banques centrales nous soutiennent. Ouais. Et tous les actifs sont chers, les actions un peu moins chères que d'autres. Et tout d'un coup, on arrive à la conclusion quand même, ce cycle, on arrive au plein emploi dans plusieurs économies. On va continuer à aller vers le plein emploi. Ouais. Espérons que pour la France, on continue à aller vers le plein emploi. Ça serait une très bonne nouvelle. Enfin bon, le nombre de pays où on est au plein emploi augmente. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces valorisations sont justifiées? Et qu'il puisse y avoir une correction des marchés. Qui viendrait de eux? Qui viendrait des marchés eux-mêmes. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un déclencheur. Alors le déclencheur ex post, on dit c'est ceci ou c'est cela. Mais on peut avoir une correction des marchés qui viennent simplement... Dis donc, c'est quand même cher les actions, c'est ça? C'est quand même cher. C'est quand en même temps, il n'y a pas d'autre alternative. Donc Oui, bien entendu. Il faut bien que l'argent aille quelque part. Hein. Il faut bien que l'argent aille quelque part. Mais vous savez, quand les acheteurs et les vendeurs considèrent que le prix est trop élevé, eh bien, sans qu'il n'y ait de déplacement important de l'épargne, le prix peut baisser. C'est quelque chose que Robert Shiller a vraiment bien analysé. Il dit les marchés sont extrêmement dépendants de l'histoire qu'on se raconte, de la rationalisation que les investisseurs, que les acteurs économiques, les entreprises, même les gouvernements, on a tous des rationalisations de ce qui se passe. Et puis à un moment, l'histoire change. On a une autre rationalisation et ça peut amener à une très forte correction dans les marchés financiers. Moi, je surveillerai de près ce qui se raconte. Ce qui se raconte dans les marchés, dans les journaux, etc., pour voir s'il n'y a pas un changement d'ambiance. Et ce changement d'ambiance pourrait amener à une correction. On ne le voit pas. On ne le voit pas, mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont sceptiques sur les valorisations. C'est à surveiller. Ouais. Après, certains disent que sur 2020, il faudra regarder s'il n'y a pas des corporates et des grandes boîtes qui surprennent négativement, qui sont en difficulté, voilà. Le déclencheur pourrait dire justement des résultats ou de difficultés passagères de boîtes. Mais je pense que c'est une idée à retenir en conjonction avec la possibilité que les taux d'intérêt à long terme continuent à monter. Ils montent aux États-Unis. Ils sont bas, mais ils montent. Les taux d'intérêt à long terme. 1,80 sur on est à 1,80, on était tombé à 1,50, la courbe de taux est redevenue positive, l'économie est au plein emploi, l'inflation sous-jacente peut très bien remonter, donc les taux d'intérêt à long terme peuvent continuer à monter. Il faut voir après derrière dans quelle mesure l'économie américaine peut supporter l'économie. L'immobilier l'économie dans son ensemble. 50-100 points de base de plus sur les taux à 10 ans américains. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver à quelque chose de plus systémique, si les taux d'intérêt à long terme montent, il y aura des dégâts. Les dégâts, on les trouvera dans le high yield, on les trouvera dans les... obligations au rendement. Oui, on les trouvera dans les obligations au rendement, on les trouvera dans les emprunts les plus risqués de la part des entreprises les plus risquées. Ouais. Imaginons par exemple que le prix du pétrole retombe. Cette affaire... retombe, qu'on s'aperçoit que l'Iran n'a aucun intérêt à provoquer des dégâts sur le marché du pétrole. Le prix du pétrole retombe, les taux d'intérêt à long terme montent. Eh bien, une grande partie de l'endettement... C'est compatible, ça? Oui, c'est tout à fait compatible. Le pétrole qui baisse avec les taux d'intérêt à long terme qui remontent, c'est compatible? C'est tout à fait compatible. Ça dépend du marché du travail américain. Si le marché du travail reste très tendu, ça peut continuer à faire monter les taux d'intérêt à long terme. Et donc, il peut y avoir, dans ce cas-là, des conséquences sur les entreprises pétrolières qui sont très, très endettées. Le prix du pétrole monte, c'est formidable pour elles. Les taux d'intérêt baissent, c'est formidable pour elles. Qui auront des revenus qui baisseront avec le prix du pétrole, mais qui auront des coûts de financement qui vont augmenter. Et là, il y a un effet systémique. Rien de catastrophique, David. Mais quand même, il y a eu de plus en plus de risques dans le système aux États-Unis, en Europe, et je ne parle pas de la Chine. En Chine, les autorités sont déjà en train de verrouiller le plus possible pour réduire le risque qui est pris via le système bancaire chinois, via le système P2P, donc les gens qui prêtent via des plateformes Internet à d'autres gens qui peuvent être des entreprises qui, en fait, peuvent être tout à fait calamiteuses. Le risque, si le risque est élevé et que les taux d'intérêt montent un petit peu, on le verra se réaliser. Mais à nouveau, ça ne suffirait pas, à mon avis, pour causer une récession mondiale. Le sujet est pour les années suivantes. Oui, d'ici là, on se sera revu, on aura discuté ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Éric Chêne est donc conseiller de l'Institut Montaigne. Merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci David.